Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cette discussion matinale autour de la régulation des prix de l'énergie en période de crise. De façon assez évidente, nous avons souhaité organiser cet échange parce que l'Europe connaît une crise énergétique aiguë. Après une longue période de prix relativement stables, les marchés de gros du gaz et de l'électricité explosent. Depuis le début de l'année, on part de facteurs allant de 1 à 10 et on verra comment le comportement précis des prix peut dépendre des marchés nationaux, du mix d'approvisionnement en gaz ou en électricité, ainsi que des interventions décidées au fil de l'eau par les États. On reviendra bien sûr sur tout ceci aujourd'hui. Un des constats en fait, que l'on peut faire, c'est que les causes et les effets de cette crise concernent toute la chaîne de valeur de l'énergie, des marchés de gros à la fourniture, aux industriels comme aux particuliers. Et donc, il en est de même des réponses réglementaires qu'on a d'ores et déjà observées, encouragement aux contraintes à la sobriété, aménagement des règles de fonctionnement des marchés de gros autour des plafonds de prix, modification des paramètres de volume et de prix de l'Arenh, révision des modalités de calcul ou de gel même des tarifs de détail. Et les réflexions sont encore en cours, par exemple sur des aménagements des tarifs d'utilisation des réseaux ou des plafonnements des prix de marché de gros. Et puis on a aussi des interventions d'ailleurs qui se placent en dehors des marchés de l'énergie eux-mêmes, qui interviennent par exemple plutôt au niveau de la fiscalité, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, pour les acteurs les plus touchés par la crise. Donc aujourd'hui, on va essayer en un temps record de revenir sur ces différentes causes et manifestations des effets de la crise énergétique pour peut-être mieux comprendre le pourquoi de ces interventions et de dessiner les contours de celles qui pourraient rester à venir. Pour cela, nous avons la chance de bénéficier du regard complémentaire de nos trois intervenants. Dominique Jam, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie, donc le régulateur. Les missions de la crise sont de fait liées au prix de l'énergie à d'innombrables niveaux, par exemple de la contribution aux règles de fonctionnement et à la surveillance des marchés de gros et de détail, à la détermination même des tarifs réglementés de vente pour recommandation au ministre, en passant bien sûr par la régulation des tarifs d'utilisation des infrastructures énergétiques. Alexandre Koska, vous êtes membre du comité exécutif d'Engie Global Energy Management, entité du groupe dont vous me permettrez d'en dire de façon très simplifiée qu'elle gère les achats et ventes de gros. Et vous apporterez le regard plus du trader et plus généralement de l'acteur du marché de gros. Et Adrien Latourte, vice-président de la commission électricité de l'UNIDEN, Union des industries utilisatrices d'énergie, qui représente en France les industries grandes consommatrices d'énergie. Vous êtes par ailleurs responsable des approvisionnements en gaz et électricité d'ArcelorMittal Europe, un de ces grands consommateurs d'énergie. En France, vous porterez donc ce regard du consommateur. En ce qui concerne le déroulé de la séance, je vais imminemment passer la parole à chacun de nos trois intervenants. Par la suite, nous pourrons avoir un échange alimenté par des questions venant soit de ceux qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui dans les locaux de l'Université Dauphine, mais aussi de toute personne en ligne. Les questions sont ici. On nous pourra nous faire signe sur le fait que des questions auraient été posées. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Dominique Jam pour lancer l'échange. Merci Catherine pour l'introduction. Merci à Dauphine et à la chaire d'organiser cette manifestation très intéressante dans la période. Et j'ai du plaisir à être avec en représentant des consommateurs, en représentant des producteurs, fournisseurs, traders. C'est finalement les catégories principales d'acteurs sur ce marché. Je précise sur l'émission de la Creux que la Creux, tu les as très bien résumées Catherine, mais on peut juste ajouter que ces missions se font au bénéfice du consommateur. C'est dans la première phrase qui définit l'émission de la Creux dans la loi. Les consommateurs particuliers, les consommateurs industriels, les collectivités territoriales. Évidemment, le bénéfice du consommateur à court terme sur le prix immédiat, mais à moyen terme, à long terme. Et ce bénéfice, ce n'est pas seulement le prix, c'est aussi, particulièrement actuellement, la sécurité d'approvisionnement, le fait d'être certain qu'il y aura bien de l'énergie. Donc c'est comme ça qu'on voit toutes nos missions. Alors, je vais juste dire deux axes un peu, revenir un peu sur les fondamentaux de cette crise. Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle révèle du fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en Europe et dans le monde. Puis ensuite, un second point aussi rapide sur les idées, comment sortir de la crise, qu'est-ce qui est sur la table au niveau français, au niveau européen, et quelques analyses rapides. Et je ne ferai pas du tout le tour de la question, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la prétention. Donc la crise, d'abord, c'est une crise d'appro. Ça, c'est très important. On n'a pas assez, plus assez, de gaz d'un côté,
d'électricité de l'autre. Ce n'est pas une crise des marchés, ce n'est pas une crise de spéculation, ce n'est pas 2008. Enfin, il y avait aussi des fondamentaux sur 2008. Hein. C'est pas moi je ne connais pas assez bien les choses, mais là, c'est vraiment une crise d'appro. Le gaz, tout le monde a vu. La Russie est un producteur, un fournisseur très important, le principal fournisseur extérieur de l'Europe, qui a en plus les principales réserves à long terme. Et on a tous vu le comportement, donc on n'a plus de gaz en Europe. Et donc, comme ce gaz, en plus, c'est un peu différent du pétrole, il est coincé, il ne peut pas aller ailleurs, puisqu'il y a les pipes qui vont vers l'Europe. Donc même à l'échelle mondiale, on ne sait pas le remplacer facilement. Sur le pétrole, on va dire qu'il y a quand même des fuites. Une partie du gaz sur lequel il y a un embargo européen qui se retrouve dans le marché par d'autres moyens. Donc l'équilibre les prix ont monté, mais pas autant. Sur le gaz, il y a un vrai déséquilibre. Il n'y a plus assez de gaz. Électricité, on a aussi une crise. C'est un peu moins vu dans le débat français, ça commence quand même à apparaître. On a une énorme crise de la production nucléaire, comme on n'a jamais vu. Et donc là, on est à des niveaux incroyables, hein, sur un parc de 61 gigawatts en puissance. Cet été, la production a été entre 25 et 30, en moyenne très inférieure à 30. Donc on a moins de 50%. Donc là, il y a tout un plan. EDF est en train de travailler d'arrache-pied pour remettre les centrales en service pour l'hiver. Mais il y a une grosse inquiétude, va-t-il y arriver ? Je ne vous cache pas que les grèves actuelles, c'est juste un cauchemar. Enfin, bon, on n'est pas dedans, hein, c'est EDF qui négocie ou le gouvernement, j'en sais rien. Mais quand on regarde à l'extérieur, même perdre quelques semaines sur le retour des centrales, c'est une catastrophe. C'est la différence entre on passe, c'est ric-rac, mais on met tout ce qu'on peut, mais on passe, et on passe pas. Et donc on coupe les gens, on fait des délestages. Donc, bien avoir en tête ça. Évidemment, la crise nucléaire, elle est franco-française. Elle est aussi un peu européenne, parce que la France avait l'habitude d'exporter énormément d'électricité. Là, non seulement on n'exporte pas, mais on importe. Donc, les autres pays regardent ça. Voilà. Et cet été, ils ont fait tourner leur barrage hydro, leur réserve hydro et leur centrale gaz beaucoup plus que d'habitude. Mais bon, l'été, ça passe. Évidemment, la crainte, elle est sur l'hiver. Donc, c'est une crise. Celle-là, elle est franco-française. Donc, vraiment, avoir en tête, crise gaz, jamais vue en 60 ans. La Russie, à l'époque du communisme, l'URSS était un fournisseur de gaz comme aujourd'hui. Toujours été fiable. Quelques épisodes microscopiques. Donc, une crise centenaire, on peut dire. L'électricité, pareil. 40 ans de parc nucléaire, jamais vu. Donc 2 crises centenaires en même temps. Si on est complotiste, on va dire que ce n'est pas un hasard. Je pense que simplement le hasard arrive et que c'est deux événements qu'on a le malheur de vivre en même temps. Donc ça complique évidemment énormément des choses. Donc cela étant dit, puisque je suis ici, j'en profite, à Dauphine, on parle un peu d'économie. Comment fonctionnent ces marchés, notamment sur l'électricité, parce que si vous suivez un peu, vous êtes là, c'est que vous suivez. J'en doute pas. Le principe de formation du prix est parfois expliqué, mais très mal compris. Notre président de la République indiquait que c'est n'importe quoi, ça dépend du gaz, etc. Ce qui peut apparaître comme ça, mais il faut avoir en tête que, je vais essayer d'expliquer en 1 minute, l'électricité, c'est une commodité. 1 kWh, il peut être produit avec une éolienne, il peut être produit avec un PV, avec du nucléaire, avec du gaz, etc. Si c'est une éolienne, quand il tourne, c'est quasiment zéro. Si c'est du gaz, ça va coûter cher, et du charbon aussi, et du nucléaire un peu moins cher, beaucoup moins cher. Mais une fois qu'il est produit, qu'il est injecté, c'est 1 kWh comme les autres. Et donc, comme toute l'économie des commodités, je ne sais pas, le cacao, Dauphine, vous êtes très fort là-dessus, tout ce qui est alimentaire, les métaux, le gaz, le pétrole, le charbon, c'est une commodité. Donc, une fois qu'on l'a mise sur le marché, ça a la même valeur. Et ça, c'est important. Et donc, à un moment donné, évidemment, 1 kWh à 8h du matin ou à 18h un jour d'hiver a beaucoup plus de valeur parce que la demande est plus forte qu'à 3h du matin un jour de juin, une nuit de juin. Mais à un moment donné, une heure donnée, tous les kilowattheures ont la même valeur. Donc, ils sont pricés au même prix, sur le principe du coût marginal. C'est vraiment le principe de base de l'économie. Ce n'est pas une lubie de bureaucrate bruxellois qui a mis ça en place. C'est le principe de base de l'économie. C'est comme ça que fonctionnent toutes les commodités. Deuxième point, peut-être un peu plus technique encore. J'espère pas vous lâcher complètement. Vous avez peut-être entendu parler des plafonds de prix. C'est-à-dire les prix en fait, peuvent monter très haut sur les marchés. Il y a un plafond qui est aujourd'hui à 4 000 €. Alors que, je rappelle que le coût de production... une éolienne, on va dire 70 €, 60, 70, 60, 80, du PV 50, 70 au sol, du nucléaire, je ne sais pas, parce que maintenant ça coûte un peu plus cher avec les déboires, mais on va dire entre historiquement 42 et peut-être un peu 50, 60 aujourd'hui, mais beaucoup moins que ça. Par contre, centrale gaz, quand le gaz est cher, ça peut monter peut-être à 400, 500, mais pas plus. Pourquoi 4000 ? Ça, c'est les économistes de l'énergie, mais de l'époque déjà d'EDF, du monopole, RTE aujourd'hui, ses homologues en Europe, calculent ce que c'est que le coût de la défaillance de l'électricité. Qu'est-ce qui se passe quand dans une société, on n'est pas capable de livrer l'électricité. La demande est à 50 000, il manque 5, 10 gigas, donc il faut couper les gens. Et ça, l'évaluation de ce coût de la défaillance, c'est 20 000. Alors, suivant des pays, c'est 15 000, 23 000, 18 000, je ne sais pas quoi. En gros, c'est 20 000. Donc la société valorise la fourniture d'électricité très cher. Et donc, on ne va pas mettre des prix à 20 000 parce qu'il faut bien mettre un cap quelque part.
mais ce prix à 3-4 000, c'est pour essayer vraiment, quand on s'approche de la défaillance, que toutes les ressources qui sont là, notamment par des industriels qui vont pouvoir se couper, réduire leur consommation, même des PME, des boulangers, j'en sais rien, décaler les choses, que tout ça sorte avec des prix élevés. Si on reste avec des prix capés très bas, ça ne sortira pas et on n'arrivera pas à l'équilibre, parce que le coût de la défaillance est très cher. Ça, c'était un peu les bases de fonctionnement pour remettre un peu sur la table le fait que le fonctionnement a sa logique. Alors maintenant, on a une crise, et notamment donc, le gaz qui va aller historiquement 20 € en moyenne, on va dire entre 15 et 30. Il est tombé en dessous de 10 pendant la crise Covid parce qu'il y avait trop de gaz, plus personne ne consommait, et c'était exceptionnel. Il est monté là à 300. Ils vont encore, je n'ai pas regardé hier, mais avant-hier, il était à 155 en France pour l'année, et 180 peut-être en Allemagne. Donc des niveaux incroyables, c'est presque fois 10. Et évidemment, le gaz est très utile, y compris en France, pour faire l'électricité, et notamment en hiver, où en hiver, la demande est très forte. Ça s'empile, et donc ce qui est au-dessus, c'est le gaz, et voire des centrales au gaz plus ou moins efficaces, parce qu'il y a des centrales très efficaces qui produisent à 50% de rendement, d'autres moins efficaces à 30%, qui elles aussi sortent. Et donc on a cette chose qui paraît absurde à Mme von der Leyen, à M. Macron, à M. Le Maire, à plein de gens, qui est qu'on aurait pris l'électricité qui flambe en suivant celui du gaz, mais dont on a vu que les principes économiques étaient là. Donc une fois qu'on a dit ça, ok, les principes économiques ils sont sains, il faut faire quelque chose. Que fait-on ? Et donc, ce qui apparaît vraiment, un terme très, très, très technique qui est maintenant qu'on voit un peu dans les médias, c'est la notion de rente inframarginale. Donc, c'est quand ce prix qui sort très, très haut à cause du gaz rémunère tout le monde, mais que vous êtes un producteur nucléaire, un producteur renouvelable, qui a des coûts beaucoup plus bas, vous avez une rente. Donc, là, en théorie économique normale, quand tout fonctionne bien, cette rente, elle est utile parce qu'elle permet de financer de nouvelles infrastructures. Parce que les moyens qui sont évidemment pas chers, il faut investir beaucoup. Du renouvelable, c'est beaucoup de capex. Donc ça fonctionne bien. Là, ça ne fonctionne plus parce qu'on est sur des prix démesurés. Donc que fait-on ? On va essayer d'attraper cette rente inframarginale. D'où le principe, si vous avez suivi, du règlement européen qui va autoriser, même obliger en fait, les pays membres à mettre en place des systèmes de captation de la rente inframarginale, un prix à 180, tout ce qui est au-dessus de 180 pour l'électricité, en principe sera capé. Donc ça, sur le principe, ça marche bien. On peut faire une première remarque, c'est que la même question se pose pour le gaz. Le gaz que les producteurs vendaient à 20 € pendant des décennies, qui est vendu à 200, parce qu'il n'y en a plus et que... Pourquoi c'est 200 aussi ? Il y a une logique, c'est que l'Europe est en train d'assécher le marché mondial du GNL, d'aller prendre le GNL en Asie. Alors les Coréens, les Chinois, les Japonais vont se défendre, ils vont se débrouiller dans le charbon, mais il y a des pays plus pauvres du sud-est asiatique qui se retrouvent sans gaz, pour qui ça peut poser des problèmes. C'est pas une situation facile pour tout le monde. Mais donc ce prix-là, il est très cher. Mais nos amis norvégiens, par exemple, le président Macron l'a dit, ça fait d'un autre côté, ça doit faire 9 mois qu'on le dit à tout le monde. Eh oh, allez voir les Norvégiens, parce que est-ce que c'est normal ? L'article des Échos d'hier était intéressant sur la rente en 2022 sera de l'ordre de 200 milliards d'euros. Le PIB de la Norvège est de 300. En année normale, c'est 50. Alors avec ça, ils font leur fameux fonds souverain là, parce qu'ils sont très prudents les Norvégiens. Ça n'a aucun sens. C'est un pays ami de l'Europe, voisin de l'Europe, allié de l'Europe dans la défense des démocraties contre la Russie. Donc tout ça n'a aucun sens. Il faut discuter avec eux. C'est-à-dire en fait discuter avec eux sur le fait qu'ils acceptent de nous rendre une partie de la rente inframarginale. Pareil avec les autres producteurs, mais c'est plus compliqué à l'Algérie, ils ont tel besoin, c'est peut-être plus compliqué. Mais donc cette question de rente inframarginale, elle est vraiment fondamentale. Elle existe aussi en gaz. Et donc en électricité, ça va revenir, c'est encore plus compliqué. Alors évidemment, le gaz, la difficulté, c'est que, et c'est assez important aussi, dernier point que je voulais signaler, c'est assez important, le gaz, on l'achète. Alors en France, on l'achète à 98%. Les pays européens, certains ont un peu de production locale, mais globalement, on l'achète. Donc la rente inframarginale, on ne peut pas la capter comme ça. Il faut aller discuter avec les producteurs et bien vouloir discuter avec eux. Est-ce que vous serez gentil, monsieur ? Est-ce que vous voulez bien baisser votre prix ? Ce qui n'est pas évidemment pas facile, mais qui a aussi une composante de long terme, notamment avec les producteurs savent bien que ces prix-là ne sont pas soutenables et que s'ils veulent se défendre défendre ces prix-là pendant 1, 2, 3, 5 ans, ce qui va se passer, c'est que, comme pour le pétrole, l'Europe va sortir du gaz. Et donc leur champ, finalement, à la fin, ils ne pourront plus l'exploiter. Donc il y a de quoi discuter sur les prix. Mais c'est important, on discute avec des partenaires extérieurs, des producteurs extérieurs. L'électricité, elle est quand même produite très fortement chez nous, spécialement en France, où on a le nucléaire. Même si quand il ne produit pas beaucoup, c'est un corps de 180 TWh, ça reste quand même beaucoup, sur une conso à 450. Le nucléaire, l'hydro, le renouvelable. Et donc, on n'est pas dans un appauvrissement
générale de la société française et européenne comme en gaz, et donc il faut essayer de discuter avec les producteurs extérieurs. On est dans l'argent, il reste dans l'économie, il tourne. Simplement, quand les prix montent, les producteurs gagnent beaucoup d'argent, les consommateurs perdent beaucoup d'argent. Et donc il faut, quelque part, la taxation de ces rentes informationnelles, ça veut dire l'État récupère les sommes en question et de façon à pouvoir financer les boucliers tarifaires comme on fait en France. Donc il y a une logique à ça. Le bouclier tarifaire gaz, retenez ça, c'est la dépense budgétaire pure. En électricité, c'est quand même du recyclage de recettes. Au moins en grande partie, on va dire. Donc ça, c'est important. Voilà, je vais arrêter là parce que je vais finir pas être trop long. Juste 2 points sur ces mesures, et ça c'est important, de captation des rentes. On baisse les prix pour les consommateurs, donc attention à la demande. Parce que l'équilibre, c'est une crise physique, donc il n'y a pas de mystère. Soit on produit plus, soit on consomme moins. Consommer moins, normalement, quand le prix flambe, eh bien, la demande s'arrête, la demande diminue. Si on subventionne toute la demande, on risque d'avoir la demande qui reste élevée, et dans ce cas-là, on va prolonger la crise. Donc, gros souci, il faut faire des choses intelligentes. L'Allemagne a annoncé un plan, alors je ne sais pas, il n'est pas encore décidé, mais la commission qu'ils ont mis en place pour leur bouclier tarifaire à eux fait un truc intelligent. Elle donne aux consommateurs une somme fixe qui représente, je crois que c'est 80 ou 70%, le chiffre n'était pas encore fixé, de la consommation des années précédentes à un prix subventionné. Le reste, prix de marché. Donc si vous baissez votre consommation de 20%, vous avez le prix subventionné, mais tout ce qui est au-dessus, vous êtes incité, vous avez le vrai prix. On verra si on fait pareil en France, mais ça me paraît une solution intelligente. Deuxième point, la production, particulièrement en France, sur l'électricité. On est très mal, on dépend énormément du nucléaire. Alors on n'a eu aucun pépin pendant les 35 premières années là, du parc nucléaire, ou les 40 premières. Donc tant mieux, mais on a tous vécu dangereusement. Là, on a un pépin. Donc soit il se résout en 6 mois, 1 an, et ça va bien encore pendant 10 ou 15 ans jusqu'à ce qu'il arrive à 60 ans. Mais on va vivre dangereusement. Il faut développer le renouvelable. C'est vraiment il faut impérativement le développer. Parce que sinon, 1, on est à risque. 2, vous avez les plans zéro carbone en 2050, des trajectoires très ambitieuses. Zéro carbone dans la société, ça veut dire électrifier le transport, les process industriels, le chauffage. Donc ça veut dire que la conso électrique va monter. C'est-à-dire la conso d'énergie, en gros les plans, c'est des plans, mais c'est moins 40% en énergie au niveau du pays, plus 40% en électricité. Donc on va pas, c'est une raison de plus de développer le renouvelable. 1, dans l'urgence pour résoudre la crise, très vite. 2, à long terme, c'est la seule solution pour atteindre nos objectifs de décarbonation. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est moi. Bonjour à tous. Je vais vous donner le point de vue, évidemment, d'un acteur de marché. Je vais vous parler des risques qu'on doit gérer tous les jours, qui sont de 3 natures: risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité, qui sont des risques dont on n'a jamais vu une telle ampleur. Donc c'est important d'en discuter. Puis je vous donnerai aussi nos recommandations pour comment améliorer la crise. Avant ça, je voulais juste revenir sur ce que vient de dire Dominique. Merci d'avoir rappelé que c'est une crise de l'offre aujourd'hui. Je rajouterai à cette tempête du siècle le fait que les niveaux hydrologiques sont au plus bas, notamment en Europe du Sud. Je pense à la France, je pense à l'Espagne, l'Italie. Pour faire simple, les barrages hydrauliques sont peu remplis. Je rappellerai également qu'il y a des sorties du nucléaire dans un certain nombre de pays. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique. Et beaucoup de pays se sont dit, c'est pas grave, on va baisser notre production, on achètera des voisins. Mais quand tout le monde fait ça en même temps, il y a un problème. Et puis enfin, on est sorti du Covid et il y a eu beaucoup de délais sur la maintenance d'un certain nombre d'actifs de production. Donc vraiment une tempête du siècle, le terme est le bon, Dominique. Donc effectivement, moi je suis dans la gestion des risques, les risques de marché, comme je vous le disais avant tout, les risques de crédit, les risques de liquidité. Donc je voudrais commencer par les risques de marché. Les prix actuellement sont insoutenables. Vraiment, ils le sont pour tout le monde. Donc vous le rappeliez, les prix sur les lecs ont fait x10, sur le gaz également. À la fin du mois d'août, c'était x20. Et l'image que j'aime bien donner à mes amis, c'est leur dire, vous allez acheter une voiture en France c'est 25 000 €. Et le garagiste vous dit, bah non, c'est pas 25 000 € en fait, c'est 250 000 € la voiture. C'était 500 000 € fin août. C'est absolument insupportable. Donc heureusement, il y a des mécanismes d'aide en France, je pense au bouclier tarifaire, mais pensez que chez nos voisins, nos amis belges, on a beaucoup de collègues belges, il y a des familles qui vont payer 10 000, 12 000 € par an pour se chauffer. Donc voilà, c'est des niveaux, il faut absolument qu'on trouve des solutions très très rapidement. Et puis Adrien nous parlera des entreprises. Ça met les entreprises européennes dans une situation impossible vis-à-vis de la concurrence mondiale et notamment vis-à-vis des Asiatiques et des Américains. Donc, une dernière illustration.
Alors c'est un tout petit peu technique, mais les prix piquent, c'est-à-dire les prix de l'électricité pour 8 heures du matin à 8 heures du soir pendant les jours ouvrés, en France, historiquement, c'était des prix autour de 100 €. On est à 2300 € du mégawattheure. Pour janvier-février, pour le cœur de l'hiver. Voilà, donc une situation intenable. La deuxième chose, en tant qu'acteur de marché, on est très préoccupé par le manque de liquidité sur le marché. C'est-à-dire quand on souhaite aller acheter ou vendre de l'électricité ou du gaz, il y a très très peu de liquidité. Alors pourquoi ? Sur le gaz, c'est évident. Il y a des gros acteurs tels que la Russie qui représentaient 40% à peu près des imports de gaz en Europe qui n'est plus là. Juste pour que tout le monde réalise, c'est comme si l'OPEP arrêtait de vendre du pétrole. C'est ça l'impact de l'arrêt du gaz sur l'Europe. Donc des acteurs ne sont plus là, la production est en baisse, on le disait, production d'EDF, et je souhaite également que les grèves s'arrêtent le plus rapidement possible et que les réacteurs reviennent sur le marché, production hydraulique, donc il n'y a pas assez de production à vendre. Deuxièmement, et ça c'est important, et je pense qu'il faut l'entendre, l'incertitude sur la régulation pèse sur les acteurs de marché. Quand on ne sait pas de quoi sera faite la régulation dans 6 mois, 1 an, c'est difficile pour un acteur d'aller vendre sa production à venir et de savoir au fond s'il a raison de la vendre aujourd'hui ou pas. Donc l'incertitude, c'est compliqué pour les acteurs de marché. Et la troisième chose, et ça c'est un élément extrêmement important et qui explique un certain nombre de situations difficiles pour des énergéticiens, ce sont les appels de marge. Donc il faut qu'on s'arrête un instant sur les appels de marge. Il y a un système qui a été mis en place, qui est un système sain, qui a été fait pour éviter le risque systémique sur l'ensemble des acteurs. Ce système consiste en quoi ? Quand vous achetez un mégawattheure ou quand vous vendez un mégawattheure sur les marchés d'électricité, on vous demande de déposer en cash environ 30% de la valeur du contrat. Pourquoi ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel de marge initial. C'est pour qu'en cas de faillite de vous-même, la personne avec qui vous avez traité sur le marché ne se retrouve pas en risque par rapport à votre défaut, et donc il y a de l'argent qui est mis. C'est une sorte d'assurance, 30%. Quand l'électricité valait 50, 100 €, ok, 30%, ça représente 15-30 €, c'est acceptable. Quand l'électricité vaut 500 €, ça demande aux énergéticiens de sortir une quantité de cash qui est extrêmement importante. Il y a un autre type de margin qu'on appelle les variation margin. Quand les prix varient, vous devez en plus compenser ou recevoir en cash tous les jours la variation des prix. Equinor, qui est l'énergéticien norvégien, on parlait de la Norvège il y a 5 minutes, estimait que les énergéticiens européens doivent sortir en ce moment 1500 milliards de cash. Le chiffre, c'est 1500 milliards. Ce n'est pas 1,5 milliard, c'est 1500 milliards de cash. Et une fois de plus, ce cash, c'est du cash pour de l'assurance, pour s'assurer que le système ne connaît pas de risque systémique. Mais donc, ce qui a été fait pour éviter le risque systémique pourrait le créer. Donc, c'est important que les gouvernements réfléchissent à comment on peut aider les énergéticiens. Et je le rappelle, ce cash, c'est une forme d'assurance qu'ils récupèrent à la fin d'une transaction. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu pour une mauvaise gestion, c'est simplement de l'argent qui est mis de côté et qui est récupéré. Mais sortir cet argent, c'est quelque chose de très difficile, et c'est ce qui a expliqué les besoins en cash d'un certain nombre d'énergéticiens. On parle d'Uniper ou d'autres, mais tous les énergéticiens aujourd'hui ont besoin de sortir du cash. Le troisième risque auquel on fait face, c'est le risque de crédit. Au fond, il y a des transactions entre les différentes contreparties. Ce sont les énergéticiens, ce sont les banques, ce sont tous les acteurs du marché. Certaines se font sur des marchés régulés avec les appels de marge dont je viens de parler, et d'autres se font de gré à gré, en direct. Et les montants de risque sont très importants, donc il faut absolument surveiller ce risque de crédit pour éviter des faillites à la chaîne. Donc voilà, donc c'est des risques qu'on n'a au fond jamais vus sur les marchés, qui mettent les équipes, vous l'imaginez, sous énormément de stress. C'est des choses qu'on suit de très très près tous les jours. Revenons maintenant à quelles sont nos propositions nous, pour essayer de régler la crise le plus rapidement possible. Et le plus rapidement, on ne parle pas en termes d'années, on parle en termes de semaines, de jours, de semaines, peut-être de mois. Le premier, c'est rétablir l'offre. Dominique l'a dit, il faut absolument que les centrales nucléaires d'EDF reviennent le plus rapidement possible sur le marché. Sur le gaz, pour cet hiver, collectivement, on est plutôt bien. Les stockages européens sont remplis à 95%, mais il faut qu'on trouve des solutions pour l'hiver d'après. Il faut que les bateaux GNL continuent d'arriver.
il faut qu'on soit compétitif parce que les Asiatiques sont là, les Chinois et d'autres pays. Donc il faut rétablir l'offre. Nous sommes évidemment en faveur de toutes les aides gouvernementales pour aider, et en particulier pour aider les clients particuliers, justement. C'est vraiment très très important et on a la chance, comme je le disais, que ça soit le cas en France et pas le cas dans tous les pays européens. Nous sommes en faveur de tous les efforts de réduction de la consommation. Quand l'offre n'est pas là, il faut que la consommation baisse. Donc ça peut faire sourire certains, mais oui, éteindre sa lumière, réfléchir à quand est-ce qu'on allume son four, réduire le chauffage à la maison, ce sont des petits gestes qui, mis bout à bout, vont avoir un vrai impact. Donc ne les négligeons pas, c'est vraiment très très important et le gouvernement fait plein de campagnes de pub, etc. Ça avance bien. Et on voit déjà les premiers résultats qui sont à la fois encourageants et à la fois inquiétants. Je vais vous les partager. Sur le gaz, on voit une baisse d'environ 5-10% de la consommation des clients particuliers. On voit aussi la même chose sur les gros clients industriels, le B2B, c'est même plutôt du moins 15%, et ça c'est plutôt inquiétant, parce que ça veut dire au fond que la production européenne est en train de baisser. Donc ça aide l'équation énergétique, mais je ne suis pas sûr que ça aide les économies européennes. Nous sommes en faveur de soutien pour les besoins en cash de tous les acteurs de marché. Comme je le disais, ça réduit la capacité des acteurs à se hedger, le fait qu'il y ait des tels besoins en cash. Si des décisions de taxation sont décidées, et c'est ce que le gouvernement a indiqué, je milite pour des taxations les plus simples à comprendre pour enlever de la complexité et de l'incertitude dans le marché pour que les acteurs continuent et se hedgent le plus possible. Et puis enfin, Dominique en a parlé, le cap sur les prix intraday, ce qui a été décidé par des économistes il y a une vingtaine d'années, c'est quelque chose, si on le baissait, qui aurait un impact immédiat sur les prix, qui ferait immédiatement baisser les prix qu'on appelle forward, les prix pour la livraison dans les mois qui arrivent, qui serait une bulle de respiration pour le marché. Ce mécanisme, une fois de plus, qui a été réfléchi et qui devait avoir un sens à une certaine époque, n'est pas en train de faire en sorte que du overnight, du jour au lendemain, qu'on mette des nouvelles capacités de production électrique sur le réseau. Donc en fait, passer un prix de 3 000 à 4 000, de 4 000 à 5 000, ça n'a pas d'effet sur la production, mais en revanche, ça augmente mécaniquement les prix de l'énergie, et donc ça augmente les prix de l'énergie pour l'ensemble des clients B2B, B2C. Donc c'est un système, à notre avis, qu'il faudrait revoir, et je pense que c'est l'avis de la France, mais ce n'est pas l'avis de tous les pays européens. Je vais m'arrêter là. Merci à vous deux pour cette première intervention très riche. Je vais avoir du mal à rebondir en ajoutant plus d'informations pertinentes. Donc je vais vous donner le point de vue des consommateurs. Donc l'Uniden, c'est les industries énergo-intensives. À peu près 80% de la consommation de gaz et d'électricité se fait via les adhérents de l'Uniden. Donc le secteur du papier, du carton, de l'aluminium, de l'acier par exemple, mais également dans l'agroalimentaire avec le sucre, le verre. Actuellement, les prix sont excessivement élevés. Vous l'avez noté, les prix du gaz sont au spot à peu près à 200 € du mégawattheure. Ça varie tous les jours, donc c'est peut-être aujourd'hui à 180, peut-être à 220, je ne sais même plus. C'est donc du coup extrêmement volatile. Premier point. Comment les industriels du coup ont réagi, sachant que à l'étranger, aux États-Unis, le prix du gaz au point de marché, le Henry Hub, est à 20 € du mégawattheure. 20 € du mégawattheure pour du gaz. Un industriel énergo-intensif, il met un cycle ouvert gaz CCGT à côté, avec un bon rendement. Il obtient de l'électricité à 40 € du mégawattheure. Donc nous, on se bat avec des industriels étrangers qui fonctionnent avec un mix 20 € de gaz, 40 € d'électricité. C'est compliqué. Comment les industriels ont réagi? Ils ont baissé leur production. C'est ce que tu disais juste avant. Vous observez une baisse de production. Je vous le confirme. On a décidé, nous, ArcelorMittal, mais également d'autres industriels, vous avez entendu dans les différents journaux, certains ferment, certains baissent la production. Néanmoins, l'Europe va continuer à consommer du verre, à consommer de l'acier. Donc c'est de l'acier et du verre qui va venir de l'étranger. Donc c'est une question politique.
qu'il faut adresser. Quelle a été la réponse de l'Europe par rapport à ces prix extrêmement élevés ? Pour l'instant, il n'est pas question de toucher au marché, parce que, comme vous l'avez dit, on a un problème avant tout de quantité. EDF, avant, produisait 400 TWh d'électricité nucléaire. Dans les années 2000-2010, maintenant, c'est 300 TWh. Donc, on pourrait avoir 100 TWh supplémentaires d'électricité. La situation aurait été, bien entendu, extrêmement différente. L'Europe, du coup, a décidé de ne pas modifier le système de marché et a décidé de mettre en place un système d'aide. Le système d'aide européen, il fonctionne de la manière suivante. On observe l'EBITDA, donc l'EBE en français des entreprises, et si cet EBE est négatif a posteriori, on fait un calcul savant sur les coûts éligibles de l'électricité et du gaz, et on vous donne peut-être une certaine somme d'argent sur une partie de votre consommation. Donc, le problème pour les industriels, c'est du posteriori. On attend d'avoir un EBE négatif pour peut-être avoir un chèque qui correspond à une partie de notre consommation. Pour nous, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, pour la simple et bonne raison que quand on a un EBE qui est négatif, ou quand on pense que notre EBE va être négatif dans le futur, on décide déjà de réduire notre consommation et de réduire la production, tout simplement. Donc, ce système n'étant pas suffisant, les Allemands ont décidé de dégainer très rapidement avec ce qu'ils appellent un bazooka à 200 milliards. Je pense que là, il faut... Dominique disait, est-ce que la France va mettre la même chose en place ? Il faut voir que les Allemands ont la possibilité de le faire, parce qu'ils ont un ratio d'endettement par rapport à leur PIB qui est beaucoup plus faible que la France. Donc certains pays peuvent se permettre beaucoup plus facilement d'aller chercher de l'argent frais. Et avec ces 200 milliards, nous, les discussions préliminaires qu'on a pu avoir, ce qu'on a compris de cette réglementation, qui est vraiment toute fraîche, je crois que les experts allemands ont rendu leur rapport en début de semaine, c'est une subvention de 70% de la consommation du gaz, et ces 70% de gaz seront payés par les industriels à 70 € du mégawattheure. Donc c'est excessivement intéressant pour les industriels allemands par rapport au prix qui est payé actuellement sur le marché. Il faut du coup une réponse européenne, parce que là, les Allemands ont répondu à leurs propres problématiques. Donc, l'étape suivante, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport au marché ? Est-ce qu'il faut effectivement faire plus de régulation, moins de régulation ? Comment on intervient en mettant des rustines sans trop réformer le marché ? Parce qu'on ne peut pas appliquer du jour au lendemain une réforme structurelle du marché. Je pense que les traders dans la salle d'Engie ne sont pas prêts à changer tout leur modèle pour demain. Donc, quelle rustine on met dans un premier temps ? Donc, la réponse qui a été apportée, c'est je vais taxer les rentes inframarginales. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle réforme structurelle je peux apporter au marché pour répondre aux enjeux de demain. Voilà. Merci beaucoup. Sur un point, j'ai le droit ? Avec plaisir. Non, juste sur un des points, sur l'électricité, il faut quand même regarder un tout petit peu dans le rétroviseur, mais dans le présent aussi. On a un système on a déjà en France, en fait, une redistribution, cette fameuse redistribution de la rente inframarginale, qui est l'Arenh. Si vous suivez l'énergie, vous savez ce que c'est. Donc, c'est un prix régulier de la production nucléaire d'EDF, qui est redistribué à tous les consommateurs, dont les industriels, par leurs fournisseurs. Ils choisissent leurs fournisseurs librement. EDF vend l'Arenh aux fournisseurs qui le redistribuent dans la facture de l'industriel. Et pour des industriels, alors ça dépend lesquels, qui ont un profil particulièrement plat, l'Arenh représente, puisque l'Arenh c'est nucléaire, donc c'est une production en bandeau, l'Arenh représente une part importante de la facture. Donc il faut avoir ça en tête. Et donc, les Allemands ont dégainé le bazooka, etc., mais ça fait aussi des années que les Allemands nous reprochent, en France, et que la Commission européenne nous reproche de ne pas jouer le jeu européen avec ce système d'Arenh qui confère un avantage compétitif indu selon certains aux consommateurs français. Donc, il faut aussi voir ça. Et l'Arenh continue de fonctionner aujourd'hui. Et alors, comme on a la crise nucléaire, juste pour redire en un mot, on a notre prix de gros qui est le plus élevé d'Europe, là. Et il y a un écart qui malheureusement est très important et qui s'est aggravé ces derniers jours. On est à presque 120 €
d'écart. Mais n'oublions pas qu'il y a l'Arenh qui vient compenser ça. Donc on a le prix de gros qui est très important. Pour un particulier, c'est en gros la moitié de la facture. Ça dépend des profils, hein, mais c'est à peu près ça. Et donc le reste, c'est quand même de l'Arenh qui a 42. Donc même là, même avec un prix de gros qui est 100 € au-dessus, on a probablement un prix qui est assez compétitif dans le reste de l'Europe. Et c'est vrai aussi pour l'industrie. Merci pour cette transition, m'avoir épargné de devoir expliquer le fonctionnement de l'Arenh, qui était encore l'absent justement de débat. Donc ma première question, parce que lors de vos interventions, on aurait presque pu entendre que les besoins les plus critiques étaient sur le fait d'essayer de jouer vraiment sur l'offre et la demande, donc les fondamentaux physiques du marché autant qu'on peut, d'intervenir ensuite pour beaucoup redistribuer finalement les coûts et les profits associés à la situation actuelle, mais sur le fonctionnement des marchés, rien qu'on ne changerait rien si ce n'est cette question du plafond de prix. Pourtant, il existe justement cette séparation du marché aujourd'hui entre toute la part du marché qui répond à cette logique de tarification au prix marginal sur des marchés de gros, et puis il y a toute une partie du marché en gaz peut-être via certains contrats long terme, mais en électricité via un ensemble de dispositifs parmi lesquels l'Arenh, qui en fait ne répond pas d'ores et déjà à cette logique de dispatch au prix marginal, et dans quelle mesure une intervention devrait être envisagée qui consisterait à élargir très largement le champ de l'Arenh ou de tout autre mécanisme sortant une partie de la production de cette logique inframarginale. Est-ce que les économistes pourraient s'en remettre? Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande partie du marché qui pourrait fonctionner correctement comme ça? Je veux bien commencer, mais c'est la question à 1000 francs ou je ne sais pas combien, ou à 1000 €. Tout le monde se gratte la tête sur comment arriver à conserver le marché de court terme, parce qu'il a une valeur extraordinaire d'efficacité à l'échelle européenne, d'allocation des moyens à l'échelle européenne, d'utilisation à plein des interconnexions et de signal économique. Donc en France, on a mis en place un système dans lequel, dès que vous êtes un client un peu important, au-dessus de 36 kVA, mais il y en a quelques centaines de milliers en France, votre fournisseur il est facturé sur le prix horaire. Et donc les 2000 € qui sont évoqués, qui sont effectivement les prix de la pointe en janvier-février, pour faire simple, le fournisseur est facturé. Donc le fournisseur il a vraiment intérêt, même s'il fait une offre à prix constant à son client, il a intérêt à dire à son client, et si tu économises l'électricité entre 8h et midi, tel jour où il va faire très froid, je te fais une ristourne. Donc on a ces signaux-là qui sont très puissants et qui peuvent nous permettre d'espérer qu'il y aura une vraie baisse de la demande. Au-delà c'est très important que le grand public le fasse, hein. C'est vraiment essentiel. Faites-le, dites-le autour de vous. C'est vraiment essentiel. Chaque kilowatt gagné dans sa maison, s'il y a des millions de gens, ça fait vite des gigawatts. Et on compte en gigawatts. Donc, mais au-delà de ça, il y a aussi le signal pour les entreprises, même les collectivités, les grandes, etc. Donc ça, cette flexibilité-là, elle a une valeur énorme. Donc il faut garder le marché de court terme. Mais ce marché de court terme, évidemment, il se décline ensuite sur le long terme, et c'est le fonctionnement tel qu'il marchait, franchement, depuis ça fait 15 ou 20 ans, sans que les gens le sachent, que ça marche comme ça, et ça marche très bien. Donc là, on a une crise dingue, un événement géopolitique, quelque part un peu d'imprévoyance collective sur la dépendance au gaz russe, mais voilà, c'est comme ça. Donc il faut réagir, parce que c'est vrai que les prix sont insoutenables. L'électricité à 500 € en France, en moyenne 2023, c'est insoutenable, donc il faut réagir. Comment le faire? C'est toute la question. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qui change complètement le modèle de marché? Aujourd'hui, rien n'empêche, c'est les fameux PPA, Power Purchase Agreement, rien n'empêche un industriel, une collectivité, un fournisseur de signer un contrat avec un producteur renouvelable. Ça s'est fait, il y a des centaines d'exemples en Europe et en France aussi. Et donc, il a un prix garanti pour une partie de son appro, et peut-être le reste, il va le prendre sur les marchés. Donc rien n'empêche. Mais c'est vrai qu'en France, on a l'Arenh donc là, qui l'organise de façon très importante et structurée. Mais pour le reste des approvisionnements et pour le reste de l'Europe, c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup moins développé. La France, c'était un cas particulier. Dernier point là-dessus. Évidemment, la crise oblige à changer. Donc, la Commission européenne va changer, c'est sûr. Il y a des propositions qui vont arriver très vite. Mais on aurait changé quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, enfin en 2010, quand l'Arenh a été mis en place, on était quasiment le seul pays qui avait un mix décarboné. Il y avait la Suède un peu, peut-être. Et donc, dans notre nucléaire, on était déjà décarboné, c'était très bien. Et donc,
On a mis ça en place, la Commission, il a fallu négocier dur avec la Commission parce qu'aucun autre pays était comme nous. Là, aujourd'hui, tous les pays se décarbonent. Donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tout ça sont déjà à 50% décarbonés. Et dans 10 ans, ils seront à 60, 70, 80%. Donc la problématique de comment on transfère la valeur de cette électricité décarbonée aux consommateurs, elle existe dans tous les pays. Donc ça va se faire. Comment? Je ne sais pas vous le dire. Peut-être un mot. Dominique le disait, effectivement, le marché est déjà en partie régulé. L'AREN, c'est accès régulé, c'est ça, ou réglementé à l'énergie historique régulé, voilà. Donc régulé, c'est ça. Voilà, réglementé. Donc voilà. Il y avait les obligations d'achat sur le renouvelable qui sont toujours en place. Voilà, les producteurs renouvelables peuvent vendre à l'État via EDF leur énergie à un prix fixe sur des très longues durées. Il y a les PPA, effectivement. Il y a le hedging. Un certain nombre de clients se sont hedgés il y a 1 an, 2 ans, pour 2-3 ans, et sont dans une situation plutôt favorable parce qu'ils ont réussi à fixer des prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz à des niveaux bien inférieurs au prix actuel. Est-ce que la régulation doit évoluer plus ? Évidemment, la régulation évolue toujours. Il y a des discussions, il y a des propositions. Il y a les Anglais qui sont en train de proposer des arènes équivalents sur un certain nombre de technologies, pas uniquement le nucléaire. Ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, cet hiver, en fait. Donc c'est pour ça que, voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet de l'offre, mais il faut vraiment travailler sur l'offre. Et il faut aussi réfléchir, il faut discuter avec les Norvégiens, parce que j'ai souvent une question, moi on me dit, mais pourquoi est-ce que mon gaz est aussi cher chez Engie? C'est une question que j'ai eue en arrivant ici. Moi je rappelle qu'on achète le gaz sur les marchés. Donc là, vous venez nous voir, vous dites, je voudrais acheter du gaz pour l'année de livraison 2023. On ne produit pas de gaz. La France ne produit pas de gaz. On ne fait qu'acheter du gaz aux Norvégiens, aux Algériens, auparavant aux Russes et aux Américains, à d'autres pays. Et donc on va regarder le prix de marché. Voilà, combien les Asiatiques sont prêts à payer, combien les Américains sont prêts à payer, à quel niveau on est capable d'avoir un bateau GNL. Et les prix actuellement sont très très élevés. Et effectivement, les gens qui en profitent sont les pays producteurs de gaz. Ouais, j'aimerais revenir sur un point concernant les PPA. Tu disais, Dominique, les industriels peuvent aller chercher des PPA pour fixer le prix et finalement se couvrir. Encore faudrait-il que des quantités soient disponibles. Je suis développeur d'énergie éolienne. Qui je préfère avoir en contrepartie? L'État avec un tarif qui est fixé à l'avance ou un industriel qui est actuellement en difficulté parce qu'il paye son énergie très cher et qu'il a un EBITDA qui est positif avec un peu de chance. Donc c'est très compliqué d'aller chercher des PPA en ce moment et c'est d'autant plus compliqué d'aller les chercher en France où il n'y a pas de volume. Puis je voudrais revenir sur un point. Le marché de l'électricité, avec la fixation du prix sur la dernière centrale qui est appelée, ce système il a été fixé dans les années 2000, au moment où le parc de production était principalement basé sur du gaz et du charbon, donc principalement sur des unités de production dont le coût était principalement de l'OPEX. J'achète mon charbon, j'achète mon gaz. Après, quand est venu le marché de quota carbone, j'achète mon CO2 et ça me donne mon coût de production. Mais globalement, quand on fait fonctionner une centrale au charbon ou une centrale au gaz, il y a assez peu de capex au mégawattheure. Là, le système est en train de complètement changer parce qu'on s'est fixé comme objectif de décarboner et d'avoir une électricité à zéro carbone à horizon 2050 sur la plaque européenne. Pour décarboner, il n'y a pas de 36 solutions. On peut faire, bien évidemment, s'asseoir sur l'hydraulique qu'on a déjà, le nucléaire, l'éolien et le solaire, et éventuellement un peu de stockage. Comment fonctionne la base de coût de ces différentes unités de production? C'est du CAPEX. Le nucléaire, c'est du CAPEX. L'éolien, pareil. Il y a assez peu de maintenance, il y a assez peu d'OPEX. Donc on est en train, les sous-jacents du marché de l'électricité changent complètement. Donc est-ce qu'il est encore intelligent de conserver ce système basé sur la marginalité? Est-ce que ça renvoie les bonnes incitations aux acteurs? On peut se poser la question, sachant que moi, en tant que consommateur, j'aimerais bien payer quelque chose qui ressemble au coût moyen de production de l'électricité, plus bien entendu la rémunération des acteurs. Là, actuellement, je ne paye pas le coût moyen de production, je paye le coût de la dernière centrale qui est appelée.
relayer une question en ligne au risque de nous envoyer dans une panique collective, justement sur toutes ces énergies renouvelables répondant à une structure de coût CAPEX. Une réflexion est faite sur le fait que nombre d'entre elles reposent sur des ressources rares. Donc, quelles seraient les énergies renouvelables ne reposant pas sur des ressources rares et comment est-ce que ça doit influencer les réflexions sur les réformes des marchés de l'électricité. Non, mais Joker, surtout qu'il y a plein d'économistes très brillants sur les ressources naturelles, etc. Donc je pense que c'est une question plus personnelle. Chacun fait confiance ou pas à la capacité de l'humanité à progresser et à faire toujours autant, et à faire toujours autant, ou voire plus, avec moins de ressources. Et donc, on sait pour les batteries, aujourd'hui c'est le lithium, le cobalt, s'il n'y en a plus, il y a plein de recherches. On peut espérer qu'on trouvera des batteries tout aussi efficaces ou plus efficaces avec d'autres matériaux et qu'on arrivera. Alors, la planète est infinie. Au bout d'un moment, les lois de la physique font qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'infini, mais je pense qu'il y a quand même un consensus dans les économistes sur le fait qu'on est très loin de la limite et qu'on a de la capacité avec l'inventivité humaine à continuer à développer. Donc ensuite, sur le PV, l'éolien, je n'ai pas vu de warning à ce que dans les 5, 10 ou même 20 prochaines années, on arrive à la limite et qu'on puisse faire de PV et d'éolien. Donc il y a largement de quoi faire. Dans notre pays particulièrement, on est quand même à peu près au tiers du niveau allemand sur l'éolien, à peu près au quart ou presque le tiers sur le PV. Donc on a de l'espace. Je pense qu'on peut développer, il faut développer. Et donc la prochaine loi au Parlement, j'espère qu'elle permettra de débloquer un peu, parce qu'il y a plein de projets. Notre problème, ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas de projet, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps. On est quasiment le double sur l'éolien, sur le PV, peut-être pas le double, mais on est aussi très lent. Et donc c'est ça qu'il faut débloquer, à mon avis, et sur les ressources, ayant confiance, mais ça c'est mon point de vue personnel. En ligne avec ce que dit Dominique, les ressources effectivement sont plus ou moins rares, mais c'est vrai aussi pour l'uranium, pour le nucléaire. Je pense que le sujet, là, une fois de plus, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, c'est notre capacité à développer rapidement des capacités de production. Ce n'est pas le sujet des terres rares, etc. C'est notre capacité à faire valider localement de l'éolien onshore, offshore, des panneaux photovoltaïques. Et je ne sais pas si on a tous bien pris conscience qu'on est rentré là dans une économie de guerre, de guerre énergétique. On a notre voisin russe qui nous a coupé tous les approvisionnements. On est en guerre, et donc je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rapide, réactif dans l'installation de nouvelles capacités de production. Merci beaucoup. Justement, peut-être une question, et surtout n'hésitez pas à en poser en ligne, je les lis ici. Face à cette crise qui semble si française par certains aspects, d'après vous, la solution peut-elle quand même être nationale ou doit-elle être européenne? Parce qu'on sent bien qu'il y a aussi quelques tensions sur la façon dont on se regarde déployer les moyens des uns et des autres. Alors, en tout cas, la solution pour passer l'hiver, là, ça sera vraiment européen. C'est-à-dire que là, déjà, cet été, on a importé. Donc, mais quoi qu'il arrive, même si le nucléaire revient bien, il ne reviendra pas à 55-60. Il va revenir, RTE, scénario central, c'est 45 gigawatts sur un parc à 61. Donc là, quand il va faire froid, on importera de toute façon 8, 10, 12 gigas, quoi qu'il arrive, tout l'hiver. Donc, il faut avoir bien conscience de ça. On est, en tout cas pour cet hiver, je ne sais pas, on n'est pas dans une position de donneur de leçons au reste de l'Europe sur le marché de l'électricité. C'est vrai qu'on a, honnêtement, c'est pas qu'on a des leçons, faut arrêter, mais on avait un parc qui, pendant longtemps, était décarboné, compétitif et exportateur. On a décarboné la France, mais on a décarboné beaucoup aussi nos voisins en Europe. Quand on exportait 100 TWh de nucléaire, enfin de production décarbonée française, c'était autant qui n'était pas produit ailleurs en Europe au charbon ou au gaz. Voilà, malheureusement, la situation est inversée, donc la solidarité européenne, on en a besoin pour cet hiver et peut-être les suivants, parce que malheureusement, on ne va pas remonter d'un coup. EDF prévoit une amélioration sur 2023, 300-330, pour à peu près 280 en 2022, selon ses prévisions. Mais c'est pas 2021, c'est encore l'an dernier, c'est 361. Donc même à 361, même pas 400, on serait déjà beaucoup mieux. Et c'est pas tout de suite, c'est pas 2023 et 2024, il a une prévision 315-345. Commence un peu à remonter, mais pas encore beaucoup. Donc, les solutions franco-françaises, disons, on n'a pas forcément les moyens de se les payer. Alors, le gaz, c'est un peu l'inverse. On n'est pas bien, évidemment, par rapport aux États-Unis. On est très, très mal. On sait tous aussi d'où vient la prospérité gazière. C'est le gaz de schiste. C'est le choix collectif qui a été fait. Les ressources de l'exploitation massive. On a fait un autre choix.
Mais par rapport au reste de l'Europe, notre prix du gaz, il est 20-30 euros moins cher. Donc, bon, voilà, c'est pas brillant parce qu'on a 150 et ils sont à 180, mais on n'est pas aussi... disons que c'est plutôt nous, d'ailleurs, ça commence aujourd'hui, GRTgaz exporte un peu de gaz vers l'Allemagne, ce qui n'était pas possible auparavant. Bon, on est plutôt un peu mieux sur le gaz, mais sur l'électricité, on a besoin de l'Europe. Ouais, comme souvent, la réponse n'est pas binaire. Hein. Ce n'est pas soit des réponses nationales, soit des réponses européennes. C'est les deux. J'aime beaucoup ce qui est dit sur le marché interconnecté. Hein. On entend un certain nombre de bêtises, notamment dans les médias, des gens qui disent « Oh là là, on n'a qu'à fermer nos frontières de l'électricité et on sera très bien ». C'est une immense bêtise de dire ça. On ferme les frontières de l'électricité, on est dans le noir demain. Donc merci à nos amis européens qui nous aident certains jours et nous aidons les amis européens d'autres jours. Donc gardons ce mécanisme de solidarité européenne. Essayons de trouver des réponses communes, mais c'est vrai qu'on a des réalités, notamment sur la production électrique, très différentes entre les différents pays. La France est encore très nucléarisée, l'Allemagne en sort, l'Allemagne a beaucoup de charbon, l'Allemagne a beaucoup de gaz. Donc tout mécanisme sur le prix du gaz va potentiellement aider la France au détriment de l'Allemagne. Donc c'est pour ça que c'est difficile de trouver des réponses communes. Et on attend tous effectivement que ça aille un peu plus vite. Mais la réponse est nationale aussi. On doit décider en France ce qu'on fait avec notre parc nucléaire. On doit décider si on accélère les installations éoliennes ou si on laisse les projets bloqués des mois, voire des années. Et ça, c'est à nous de le faire. Donc voilà, c'est sur les deux plans qu'il faut travailler et sans rentrer dans le bashing, soit de l'Europe, soit de la France. Il faut travailler sur les deux plans. Effectivement, je pense que ça a été bien résumé. La réponse va venir au niveau national, mais également au niveau européen. Je peux donner un point sur la difficulté de se mettre d'accord ensemble. Effectivement, tu le disais, on a des réalités et des mix qui sont très différents. Les Allemands, actuellement, ils travaillent dessus, mais n'ont pas de terminaux GNL. Donc, ils ont très peu de flexibilité, comme les Néerlandais, pour ramener des quantités supplémentaires. Ce qui fait que ça a été répété à plusieurs reprises en Allemagne. Ils ont besoin, impérativement, pour éviter le blackout gaz, de baisser la consommation de 20%. Ils le répètent à tout le monde, les particuliers comme les entreprises. Donc les entreprises ont une élasticité au niveau du prix qui est supérieure. Donc les industriels allemands ont déjà beaucoup baissé leur consommation en arrêtant de produire. Mais chez les consommateurs, la réponse actuellement n'est pas suffisante. Donc ils sont très effrayés, nos amis allemands, par une éventuelle intervention sur le prix, parce qu'ils ont peur que le signal prix soit détruit. Et donc du coup que l'incitation à baisser sa consommation également disparaisse. C'est pour ça qu'ils ont inventé ce système où 70% de la consommation est subventionnée et les 30% au-dessus restent indexés au prix de marché pour conserver cette incitation. Donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, alors que la réalité sous-jacente des différents pays n'est pas du tout la même. En France, normalement, on ne devrait pas avoir de problème de blackout gazier parce qu'on a nos terminaux GNL et on est relativement bien approvisionné et on a moins de dépendance au gaz russe. Donc, c'est une équation extrêmement complexe à résoudre au niveau européen. Et il va falloir discuter très vite et très bien pour trouver des solutions. Mais ça ne va pas être évident. Merci, je partage tout ce qui est dit. Et je complète un tout petit point. On est pas mal en gaz pour passer l'hiver. On est très mal d'un point de vue financier. Il faut bien garder ça en tête. C'est-à-dire qu'on consomme 450 TWh à peu près. À 150, qui est le prix minimum de 260, 450 fois 150, vous multipliez. Globalement, ça fait une facture gazière française de l'ordre de 60, 70, 80 milliards d'euros. Peut-être ça va baisser, on espère que ça va baisser, mais si ça reste comme ça. Donc vous voyez, notre balance commerciale, quand on n'est pas content, elle est en déficit, c'est 50 milliards. Donc, et la balance gazière avant, elle était plutôt à 10-20 milliards. Donc c'est un énorme poids. Et donc même si on va passer l'hiver, pas non plus de signaux pour dire allons-y dans le gaz, c'est bon, et économisons l'électricité. Il faut aussi économiser le gaz au maximum. C'est très important.
Il y a quelques mois, on était ici pour discuter de prix de l'énergie et de compétitivité. On parlait d'un manque de capacité et de la nécessité d'accélérer un maximum la production. Nous voilà 6 mois plus tard. On est face à une crise énergétique géopolitique et on parle de la nécessité d'accélérer un maximum le développement des capacités de production, au vu notamment des paquets législatifs qui ont commencé à être mis en œuvre. Quelles sont, d'après vous, les interventions, les coups de pouce qui seraient les plus à même de promouvoir cette accélération du déploiement des capacités de production d'électricité? Il y a un projet de loi devant le Parlement, donc c'est compliqué de le commenter. Voilà, c'est tout ce qui peut accélérer les choses. Il s'agit pas, il y a des vraies politiques. Les délais sont pas pour des raisons. C'est pas les fonctionnaires qui dorment sur les dossiers pendant 2 ans. Il y a des vraies politiques de la biodiversité. Enfin, je vais pas prendre les paysages. Je les connais pas toutes, je sais pas, mais donc il s'agit pas de s'asseoir sur ces principes. Ça marchera pas. Et puis je pense qu'on a des principes du droit en France qui l'empêcheraient. Mais il s'agit de se mobiliser collectivement pour abandonner les projets qui sont mauvais, mais rapidement, et les projets qui sont bons, essayer d'être plus rapide. Peut-être qu'il y a besoin, je ne sais pas, de mettre plus d'équipes dans les services de l'État déconcentrés, dans la collectivité. Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais il faut quand même collectivement qu'on fasse mieux sur l'éolien. Je pense que c'est documenté, on fait à peu près 2 fois plus long qu'ailleurs en Europe. Donc le droit européen est le même, il y a quand même des moyens de faire mieux. Donc mobilisons-nous, mais après sur les solutions, j'espère que la loi va aider. La loi ne fait pas tout. Il y a aussi le pilotage déconcentré. Les gouvernements peuvent prendre des textes, ensuite d'application, des décrets, des arrêtés, peut-être pour accélérer. Voilà, donc il faut juste. Je pense que c'est une prise de conscience d'une mobilisation collective. C'est vrai, quand on voit le débat politique aujourd'hui sur le sujet, c'est quand même la prise de conscience n'est pas si large que ça, finalement. Ça, c'est inquiétant, parce que le Parlement va devoir voter cette loi. Un mot rapide, parce que Engie, comme vous le savez, on développe beaucoup d'énergie renouvelable. On est à 35 gigawatts aujourd'hui au niveau mondial. On a comme objectif d'être à 80 gigawatts dans quelques années. Donc c'est des très très gros développements de parcs. Et malgré les retards dus au Covid, etc., on atteint cette année encore nos objectifs de déploiement de renouvelables. Pour parler de la France en particulier, peut-être une idée, ça serait effectivement de réduire les délais. Alors, je ne suis pas non plus un spécialiste. Est-ce que c'est réduire par 2 le temps d'analyse d'un dossier? Mais on doit faire aussi bien que nos collègues européens pour accélérer ce déploiement. Alors, je suis totalement d'accord. Il faut plus d'électrons. Il faut qu'on accélère, surtout sur le permitting. Il faut mettre de l'électron sur le réseau. C'est vraiment la priorité numéro 1. Après, le point de vue en tant qu'industriel électro-intensif, où va cet électron? Sur quelle facture? Et comme je le disais juste avant, c'est l'État qui rachète avec les tarifs la quasi-totalité des électrons. Donc, les industriels aimeraient bien acheter et signer des PPA. Il faut leur donner la possibilité, et le cadre réglementaire pour l'instant n'est pas suffisant. Il faudrait réfléchir à la mise en place d'une garantie bancaire de la part de l'État ou d'une institution publique pour justement gérer ce risque de contrepartie. Parce que comme je vous le disais juste avant, je suis un développeur d'énergie renouvelable. Je regarde quel est mon risque financier et je préfère vendre des électrons directement via un tarif régulé en passant par la CRE qu'en m'adressant à un industriel pour signer un contrat. Donc il y a un espace pour réfléchir sur comment changer les mentalités pour que les développeurs soient en capacité de serrer la main d'un industriel pour une livraison d'électrons éoliens, mais également solaires. Parce qu'actuellement, ça ne se fait pas ou peu ou pas assez. Voilà. Et c'est vrai que sur ces PPA, la France est plutôt en retard par rapport à d'autres acteurs. Donc je pense qu'il y a des progrès à faire, effectivement. Un point, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de statut aujourd'hui. Alors on pourrait dire c'est la liberté, laissons les gens signer les PPA s'ils veulent, mais je pense que la loi prévoit un statut. Le projet de loi tel que je l'ai vu ou tel qu'il a été déposé, je pense, prévoit un statut des PPA. Donc ça facilitera peut-être les choses. Après, c'est vrai aussi, c'est un peu un lien avec ce que je disais précédemment. Il y a une part de frilosité peut-être spécifique aux développeurs français. Il y a aussi le fait qu'on avait l'ARENH et que l'ARENH disons, rendait la facture d'électricité moins douloureuse pour beaucoup d'acteurs tant qu'il n'y avait pas cette crise. Donc là, on a une crise incroyable.
Je précise aussi que 2022 n'a pas été... Alors, j'espère que je ne suis pas détrompé, hein, mais 2022 n'est pas une année si mauvaise, puisque l'Arenh a été portée par le gouvernement de 100 à 120 en tout début d'année. Alors, ça a mis un peu de bazar parce que c'était un cours d'année, mais 120 TWh, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc 120 TWh. Et donc du coup, le problème est 2023, c'est-à-dire que le prix en fin d'année, prix de gros, hein, juste qu'on ait un ordre de grandeur, en fin d'année 2021 pour 2022 est à 200, 250. Là, il est à 500, 550. Donc 2023 se présente très mal. Et donc il y a une grosse angoisse de tout le monde sur le gap 2022-2023 en France qui est très élevé. Une dernière chose, je pense qu'effectivement, ce qui a ralenti l'essor des PPA en France, c'est sans doute l'Arenh. Vous êtes un client industriel, vous pouvez acheter de l'électricité à 42 € du mégawattheure à EDF. Pourquoi aller s'engager sur un PPA à 70, 80, 100 € sur de l'électricité intermittente alors que vous pouvez avoir un beau bandeau pour 42. Donc voilà, c'est les avantages et les inconvénients d'un système régulé. On parle de solidarité européenne organisée par les marchés et facilitée par les interconnexions. Et là, tout ce dont on parle, le déploiement de nouvelles capacités, l'Arenh, les PPA, la subvention des énergies renouvelables via des obligations d'achat, sont des mécanismes complètement nationaux. Il y a quelques années, on se disait, est-ce qu'on pourrait faire de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, mais globalement du déploiement renouvelable subventionné de façon transfrontalière. Bruxelles adorerait, les États, on ne sait pas. Dans quelle mesure est-ce que les frontières justement européennes ne seraient pas encore un peu dressées sur toute cette partie du marché qui ne répond pas à la logique des marchés de gros et de l'interconnexion? Et est-ce il serait bienvenu de les baisser pour exploiter les poches d'acceptabilité et d'efficacité de production renouvelable partout en Europe? Peut-être 2 points là-dessus. Bon, c'est vrai que le développement il est local, hein, c'est quand même, l'acceptation est locale, les dossiers c'est local, c'est bien l'administration du pays d'origine qui doit faire, d'une part. Deuxièmement, les dispositifs de soutien, c'est pareil, ils sont nationaux aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourrait imaginer un système européen. Donc chaque État doit concevoir son système et aller ensuite le faire valider à Bruxelles, qui est très bienveillant en tant qu'aide d'État. Moi, le problème n'est pas là. Par contre, tout producteur, quel qu'il soit, de quelque nationalité, même extra-européenne, peut venir s'installer, il demande une licence et il peut développer un projet. Donc, je ne pense pas que ce soit le problème. Ensuite, ce qui est vraiment important à signaler aussi, ce sont les interconnexions. Donc, on a développé beaucoup les interconnexions ces dernières années. Donc, le Royaume-Uni, qui est plus dans l'Union européenne, mais avec qui on échange énormément, on est passé de 2 à 4 gigawatts. On a une interconnexion nouvelle avec l'Espagne, ça fait déjà 5 ou 6 ans, mais une autre qui est en préparation. Une avec l'Irlande, l'Italie, elle est quasi terminée. On espère que, ça sera sûrement qu'à moitié, elle sera prête pour cet hiver, là, toute fin d'année, et l'autre moitié. Donc, il y a un projet avec la Belgique aussi. Bon, voilà, donc on a quand même plusieurs gigawatts qui ont été développés depuis 4-5 ans, qui vont nous aider cet hiver, qui vont aider les autres, c'est ce qui était dit, lorsque la France est mieux positionnée et exporte. Donc, pas de dispositif de soutien transfrontalier, justement, pour le renouvelable? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler, mais pourquoi pas. Après tout, je dirais, il ne faut jamais dire jamais. Donc. Dominique l'a dit, hein, je voulais parler des lois de la physique, en fait. Les lois de la physique, on a du mal à les renverser. Et le problème des interconnexions explique... Alors, tout le monde se dit on a une plaque de cuivre en Europe. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des différences de prix aujourd'hui, et Dominique le disait, entre la France et l'Allemagne, 100 € du mégawattheure sur Cal 23, c'est vrai sur le gaz également. Et donc la limite à imaginer qu'on va installer plein de productions renouvelables en Espagne pour faire tourner des usines en France, c'est beau sur le papier, mais le tuyau, il a une certaine taille et malheureusement, on ne peut pas faire passer toute l'électricité. Si on continue, on va se mettre à parler de prix Nodo. Donc, je propose que, en l'absence de questions additionnelles en ligne, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, merci beaucoup pour toutes ces explications d'une clarté incroyable. Je pense que tous les journalistes devraient écouter le replay de nos échanges ce matin. Au-delà des goulets d'étranglement réglementaires et un peu financiers qui ont été évoqués, est-ce qu'il y a des goulets d'étranglement industriels pour équiper massivement la France et l'Europe en capacité de renouvelables ? Est-ce qu'il y en a ou pas du tout ? C'est-à-dire, est-ce que du coup les politiques publiques doivent aussi porter sur cette question-là ?
franchement très difficile de savoir si, par exemple, on a le dernier appel d'offres éolien, en fait, il a été sous-souscrit. C'est-à-dire que le gouvernement avait fixé un volume offert et il y a eu la moitié ou moins. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a plein de projets, je crois qu'il y a vraiment plein de projets qui attendent et qui sont en file d'attente, ou est-ce que c'est aussi parce que la filière n'a pas les moyens de simplement les ingénieurs, les techniciens, les cadres, les financiers, enfin les juristes et tout ce qui va bien pour développer tout ça? Difficile à dire. Je n'ai pas le sentiment que le goulot d'étranglement principal soit là, mais je n'ai pas non plus de certitude. Alors, je sors clairement de mon champ de compétences, donc je vais vous dire ce que j'ai compris des articles de presse. Je comprends également que tout récemment en Allemagne, l'éolien terrestre, le dernier appel d'offres a été également sous-souscrit. Je comprends qu'il a été sous-souscrit pas parce qu'il n'y a pas de volonté des acteurs d'aller sur cet appel d'offres, mais parce que le niveau de prix auquel les acteurs pouvaient bider avait été fixé à l'avance et que pendant ce temps, le prix de fourniture en matières premières a explosé. Et donc, du coup, la rentabilité n'était pas suffisante pour les acteurs et les développeurs d'énergie éolien. Et donc, du coup, ils ont préféré ne pas se positionner sur cet appel d'offres. Voilà. Donc, on est effectivement peut-être dans un cercle relativement infernal où on a besoin d'électricité, mais donc, du coup, les prix de production des matières premières augmentent. Et donc, du coup, les acteurs ne peuvent pas bider. Enfin, voilà, il va falloir mettre de la flexibilité pour réussir à laisser les acteurs développer et mettre de l'électron sur le réseau, parce que c'est vraiment le problème de quantité qu'on a et qu'on doit résoudre. C'est vraiment le problème numéro 1. Merci beaucoup pour cette explication, parce que ça nous permet de voir que ce problème-là, dans le marché de gros de l'électricité tel qu'il fonctionne au coût marginal, sur la partie justement OPEX, on ne l'a pas. On pourrait aussi peut-être se poser la question de la mesure dans laquelle la révision des tarifs solaires, qui nous a permis vaillamment de gagner quelques milliards, a eu un impact aussi sur l'appétit des producteurs pour s'installer en France. Et se contenter de ces contrats avec contrepartie de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, et moi c'est Felipe González, consultant chez Artelis. Et Monsieur Jam, vous avez parlé d'aller récupérer une partie restante inframarginale des producteurs et même des pays, comme aller vers la Norvège, voir s'il peut rendre une partie. Est-ce qu'il y a une position similaire autour pour aller chercher les rentes marginales des grandes entreprises gazières? On peut penser à Total, mais d'autres entreprises européennes aussi comme ça. Alors là, c'est un sujet politiquement très sensible. Je pense qu'il y a... Non, mais c'est sur le. Du coup, je ne vais pas répondre sur Total parce que c'est pas le. En plus, je ne pense pas que ce soit le sujet. Je pense que on a deux marchés finalement. Enfin, c'est un même marché du gaz. Il y a deux types de production. Il y a la production qui vient par canalisation. Donc, c'est la Norvège, l'Algérie, la Russie, l'Azerbaïdjan et d'autres, les Pays-Bas avec le gaz B. Et donc là, il y a quand même une dépendance mutuelle très forte. C'est-à-dire que nous, on dépend du producteur, mais le producteur dépend de nous. Il ne peut pas, s'il n'a pas l'usine de liquéfaction qui va bien, il ne va pas construire des canalisations dans la nuit pour aller ailleurs. Donc, il y a de la place pour négocier dans l'intérêt des deux parties, lorsque les prix sont fous comme aujourd'hui, dans le cadre d'une relation à long terme et de confiance, évidemment, de façon peut-être plus facile avec la Norvège, qui est un pays très allié, très proche de l'Europe, de négocier des prix plus bas. Et ensuite, il y a le GNL, et là, c'est un autre marché, c'est une autre histoire, c'est un marché mondial. Et donc, j'ai entendu le président Macron, c'est normal, à son niveau, il simplifie les choses. Il a dit, nos amis norvégiens et américains, ça suffit, ils nous font payer 5 fois le prix, ça commence à bien faire, enfin, gentiment, mais il faut qu'on discute avec eux. Sauf que nos amis américains, c'est du GNL. Et donc, si on veut discuter le prix, c'est plus difficile parce qu'ils vont aller en Amérique latine, qui est une grosse consommatrice, ou en Asie, évidemment, qui est l'autre centre de consommation mondiale. Donc, c'est pas si facile que ça. Et puis, par ailleurs, on a des discussions, évidemment, avec des États, et puis aussi avec des entreprises. Les Américains, c'est pas le gouvernement américain qui négocie le prix et qui exporte à l'Europe à tel ou tel prix. C'est une multitude d'entreprises, c'est complètement segmenté. C'est que la Norvège, c'est particulier. Ils ont Equinor qui a, je sais pas, 90 ou 95%, j'en sais rien, ou 80%, je ne sais pas, mais la grande majorité
du gaz norvégien et qui est détenu, pas à 100%, c'est aussi un point important, les actionnaires minoritaires, mais qui est détenu par l'État norvégien. Donc voilà, tout ça est d'une grande complexité. Et de toute façon, sur le gaz, et c'est vraiment important, ces différentes électricités, ce sont des producteurs extérieurs. Donc on va devoir discuter, négocier pour aller chercher une partie de cette rente. Les producteurs d'électricité, ils sont dans l'Europe. Donc on peut imposer, on peut réglementer, on peut légiférer. Je peux... Tu voulais intervenir ? Pas du tout. Je vais rajouter un point sur le paquet qui a été validé au niveau de l'Union européenne sur les rentes inframarginales. Il est prévu également un point sur la taxation des super-profits de certaines entreprises. Voilà. Donc c'est quand même à souligner. Il y a eu un accord européen. Après, dans le déroulé opérationnel, je ne m'avancerai pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir et combien de milliards d'euros les États vont récupérer. C'est une très bonne question. Pour revenir sur le GNL et effectivement de dire ça suffit, on paye trop cher, attention, actuellement la Chine dort avec le Covid, elle est endormie, la Chine consomme énormément de GNL et donc du coup on peut reprendre la citation de Napoléon, quand la Chine se réveillera, va falloir du coup se battre entre acheteurs pour attirer le GNL. Voilà, donc actuellement on paye des bateaux de GNL quand même relativement à un bon prix par rapport à une situation où il y avait beaucoup plus de demandes avec la Chine. Il faut garder ça en tête. Non, un dernier point, on parlait de taxation des super profits. Je ne vais pas rentrer dans ces débats politiques. Je rappellerai simplement qu'il est important de laisser des marges de manœuvre aux énergéticiens qui veulent, pour la très grande majorité, devenir carbone neutral dans les années 40, entre 30 et 40, 45, de développer du renouvelable à vitesse grand V. Et ce sont des investissements, on parlait d'onshore, d'offshore, absolument massifs. Donc voilà, faut garder ça en tête. En l'absence d'autres questions, si on revient sur les marchés... Ah, pardon. Merci. Merci. Pouvez-vous nous éclairer sur le débat actuel sur l'interconnexion gazière Espagne-France ? Alors on peut donner quelques éléments, bien sûr. D'autant que c'est l'interconnexion, donc c'est une affaire de régulateur, la gestion des interconnexions électriques et gazières. Donc il y avait un projet depuis des années qui d'ailleurs était initialement pour amener plus de gaz du nord de l'Europe vers l'Espagne et le Portugal, et qui a été déclaré, qui a été abandonné, pas forcément définitivement, mais abandonné en 2019 par les régulateurs français et espagnols conjoints, au motif qu'il n'avait pas de rentabilité. Il y avait un appel au marché, il n'y avait pas de gens, d'acteurs de marché, de fournisseurs, etc., prêts à s'engager pour utiliser le tuyau et donc financer le tuyau, parce que ça coûte cher. Donc là, on est dans une autre logique, évidemment. Aujourd'hui, tout a changé. Si cette connexion était là, elle servirait plutôt pour amener du gaz de la péninsule ibérique, qui a beaucoup de terminaux GNL et qui ne sont pas utilisés à 100%, c'est vrai, vers la France d'abord, mais qui a assez de gaz. On a 4 terminaux GNL qui sont utilisés très bien, et surtout pour aller vers l'Allemagne et l'Europe du centre et de l'Est, qui manquent de gaz. Donc le problème de ça, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'interconnexion. L'interconnexion va vous amener au sud du réseau français. Et ensuite, votre gaz, il va rester coincé, parce qu'il y a des terminaux de fosse. Ceux-là, ils montent aussi, et il faut traverser la vallée du Rhône. Et la vallée du Rhône, il y a une canalisation. Et quand on a besoin de GNL, il y aura du GNL à fosse, il y en aura en Espagne, et ça va faire un goulot d'étranglement. Donc si on veut que cette interconnexion soit vraiment utile, qu'elle soit notamment utile en hiver, quand il y en a besoin, il faut développer des centaines de kilomètres de tuyaux. Ce n'est pas seulement l'interconnexion là, il faut renforcer tout le tuyau jusqu'à l'Allemagne. Et ça, c'est... Alors, les estimations n'ont pas été refaites précisément, mais c'est au moins 2 milliards, j'ai vu des chiffres de 3, entre 2 et 3 milliards, on va dire. Et puis, c'est surtout 2028-2030 au plus tôt. Et c'est beaucoup d'opposition parce que c'est du gaz. Et donc, on n'arrive pas à construire des éoliennes. Je pense que construire 500 km de tuyaux dans la vallée du Rhône pour faire du gaz, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Donc, nous, on a simplement dit ça. Mais dans le cadre européen, le fonctionnement normal, c'est que s'il y a des acteurs allemands, espagnols, prêts à dire « moi, je vais payer le tuyau pendant 10 ans, parce que pas pendant 50 ans, je vais payer la nuitée pour que ça ne coûte rien aux consommateurs français », nous, régulateurs, on doit le regarder, on le regardera. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une porte totalement fermée,
il faut quand même avoir conscience des difficultés, avoir conscience que ça prend au moins 5 ans, franchement c'est plutôt 2030, et qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui le financent. Et après, il y a la seconde question qui est l'hydrogène. Parce qu'il y a aussi un plan en Espagne de dire on a pas mal de terrains qui sont un peu des déserts, là, plein de soleil, on va devenir le hub solaire de l'Europe, des dizaines de gigawatts, on transforme en hydrogène, on met les canalisations, on transporte l'hydrogène. Donc l'idée aussi, ça serait peut-être de faire une canalisation d'abord au gaz, et qui, si elle est construite pour ça, elle pourrait être passée ensuite à l'hydrogène avec un coût réduit. Parce que les vieilles canalisations, elles ne peuvent pas passer à l'hydrogène, mais les nouvelles, enfin pour faire simple, les nouvelles pourraient. Mais ça, c'est encore une autre histoire, et ça n'a plus rien à voir avec la crise actuelle. C'est du long terme, long terme, long terme. Si l'Allemagne veut beaucoup d'hydrogène et qu'il s'en produit en Espagne. Voilà le cadre. Je propose de nous ramener vers les marchés de l'électricité. Il y a eu un absent aujourd'hui qui était le marché de capacité. On y a passé tant de temps. Et il était là pour la sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer en matière de marché de capacité de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui ? Alors là, c'est je sais pas comment dire. C'est pas la cerise sur les gâteaux. Je sais pas s'il y a un inverse à ça. L'inverse de la cerise sur les gâteaux, là, c'est voilà. Un bazar d'une horrible complexité, et encore le truc supplémentaire qui était déjà complexe en temps normal, parce qu'en temps normal tout n'était pas parfait, mais le système fonctionnait quand même comme il était prévu de fonctionner, et il s'est développé toute une complexité et toute une technicité très efficace. En temps normal, et la CRE l'avait signalé, le marché de capacité en France avait des gros défauts. Voilà. Donc je vous avoue qu'on n'a pas complètement regardé comment un truc qui avait déjà des gros défauts fonctionne dans une crise qui perturbe déjà beaucoup le marché de l'énergie. Donc je ne sais pas dire. On a un système qui est en place, en tout cas d'un point de vue du droit européen et français, jusqu'à 2026. Ensuite, il va falloir le renégocier. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. C'est RTE qui pilote toute la réflexion là-dessus, parce que c'est vraiment un outil spécifique sécurité d'appro. Donc voilà, les réflexions sont en cours, toute une concertation. On a un tout petit peu de temps devant nous, pas tant que ça, parce qu'une fois que le concept est là, il faut ensuite le transformer en des textes, négocier à la Commission européenne, et puis le mettre en place, pas le 31 décembre 2025 pour 2026, mais au moins 2 ans avant, pour que les gens sachent à quel cadre, quel sera le futur cadre de fonctionnement. Donc il faut aller assez vite, et les réflexions sont en cours. Je ne peux pas en dire plus. Oui, je pense qu'il faut remettre les ordres de grandeur vis-à-vis du mécanisme de capacité sur la facture du consommateur, qui est un point important. Nous, industriels, effectivement, on bénéficie de l'Arenache. L'Arenache porte des capacités. Donc c'est ça de moins à acheter pour les industriels, mais également pour les consommateurs particuliers. C'est le même système. Le poids sur la facture du mécanisme de capacité, elle est en ordre de grandeur 2-3 euros du mégawattheure. Quand on a des prix calendaires pour l'année prochaine qui sont à 500 euros du mégawattheure, les discussions sur le mécanisme de capacité, tout de suite, c'est du second ordre de grandeur. Donc le mécanisme de capacité, c'est très important, et il va falloir réfléchir dès maintenant à un nouveau système, parce que le mécanisme de capacité actuel, sa monture, ça termine le 31 décembre 2025, si je ne dis pas de bêtises. La même chose que l'Arenache, tiens donc. Donc il faut réfléchir dès maintenant, parce que notifier un nouveau mécanisme, comme tu le disais, Dominique, ça prend énormément de temps, il faut avoir l'accord de Bruxelles. Mais c'est vrai que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quelque chose que nous, industriels, on va un tout petit peu moins regarder, et on est très focalisé sur le prix de l'électron en lui-même. Voilà. Merci beaucoup pour ces interventions et ces échanges. Laissez la parole à Eric pour quelques mots de la fin sur la chaire, la vie de la chaire. Oui, d'abord, merci beaucoup à tous les intervenants de ce matin. Merci à Catherine d'avoir organisé et brillamment animé le débat. Encore une fois, personnellement, j'ai été vraiment passionné par les échanges et par leur qualité. La chaire organise beaucoup de manifestations en cet automne, alors je ne vais pas les citer, mais le prochain rendez-vous où on parlera à nouveau de ces sujets d'énergie, d'investissement, etc., ça sera le 14 novembre après-midi, où on organisera justement une conférence sur le besoin d'investissement lié à la transformation énergétique, à la décarbonation en fait plus largement, et donc on parlera d'investissement évidemment
dans l'énergie, mais aussi dans les systèmes de transport, notamment de mobilité au sens large, voire évidemment dans les systèmes numériques, etc. etc. Mais donc voilà, prochain rendez-vous sur ces sujets-là, le 14 novembre. Et puis sinon, le site de la chaire vous donnera d'autres informations sur toutes les manifestations qu'on organise, notamment sur la régulation du numérique, dans ces divers aspects. Donc merci à vous encore, merci au public de ce matin, à la fois en présentiel et en ligne. Et à bientôt.